Culture avec un grand A. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Vincent Parisot. Ça fait du bien, chaque fin de semaine, d'écouter un peu nos amis étrangers, les correspondants en France de grands médias poser leur regard, leur diagnostic et nous donner leurs commentaires sur notre actualité, parce que forcément, un regard extérieur, ça aide. Je suis donc ravi d'accueillir dans cette émission des journalistes venus d'Allemagne, du Chili, de Suisse et d'Espagne. Bonsoir Birgit Holzer. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Vous le faites beaucoup mieux que moi. Bonsoir Paola Martinez. Buenas tardes Vicente, ¿cómo estás? Voilà, correspondante en France pour des médias chiliens. Je rappelle évidemment que Birgit, vous êtes la correspondante de plusieurs titres de la presse allemande. Bonsoir Richard Werly. Bonsoir Vincent. Éditable, ça c'est francophone, c'est la Suisse francophone, le quotidien suisse Blick. Et bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes. Journaliste espagnol à Paris, on l'a compris. Jusqu'à 20h, Ils refont la France avec Vincent Parisot. Écoutez, l'Europe doit faire très attention. Nous faisons beaucoup de choses, nous voulons que l'Europe reste l'Europe. L'Europe prend une très mauvaise direction, c'est très mauvais. Nous ne voulons pas que l'Europe change autant, elle prend une très mauvaise direction, c'est très important. Voilà, et là on va parler de cette nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. C'est un document de plusieurs dizaines de pages publié il y a moins d'une semaine. Et on retient le ton évidemment très dur employé vis-à-vis de nous, les Européens. Déclin, risque d'effacement civilisationnel. Alors il dit que l'Europe sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. Il a même précisé, on l'a entendu sur un autre média, qu'il ne reconnaissait plus Paris, par exemple, quand il allait à Paris. Il adorait Paris, mais qu'il ne reconnaissait plus Paris. Et il met en avant la chute de la natalité, la perte des identités nationales, la répression des oppositions politique, la censure de la liberté d'expression, l'asphyxie réglementaire, l'immigration. N'en jetez plus. Comment on doit prendre ça ? Est-ce qu'on doit parler d'ingérence ? Et comment l'Europe doit réagir ? Je me tourne tout d'abord vers vous, Birgit Holzer, avant de parler avec notre ami Richard Werly de son livre « Cette Amérique qui nous déteste », mais parce que votre chancelier a été assez prompt à réagir. Oui, absolument. Il essaie effectivement, Friedrich Merz, d'avoir une position en fait, on ne peut pas rompre avec les États-Unis. On a besoin d'eux. Et en même temps, il faut une position qui dit quelque chose de nous aussi, qui nous voit et qui montre aussi aux Européens qu'on n'accepte pas qu'on nous méprise. En fait, tout ça, c'est plus du tout. On peut s'étonner de l'étonnement après le discours de J.D. Vance à Munich, la déflagration contre Volodymyr Zelensky dans la Maison Blanche. On sait maintenant. C'est plus du tout nouveau, mais on n'a toujours pas su s'adapter à ce changement de stratégie des États-Unis. Et la difficulté, c'est effectivement, on sait, on va faire simple, que ce ne sont plus nos amis. Hein. Ils ne veulent pas l'être. Voilà, mais on sait aussi qu'on a besoin d'eux et que c'est vital. C'est ça. Et c'est toute la difficulté. Mais je pense, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce que doit l'Europe faire ? Elle doit surtout se rendre compte qu'on est le deuxième espace économique, qu'on a 450 millions de personnes et qu'on est quelqu'un, en fait, en face. Et notre problème, c'est surtout qu'on n'est pas très unis, pas assez unis, et qu'on cherche toujours des réponses communes. Enfin, aucune voix, un petit peu celle de votre chancelier, Merz, mais sinon, quasiment aucune voix ne s'est élevée pour répondre. Hein. Je ne dis pas de l'envoyer se faire voir, parce que ce n'est pas la question, mais en tout cas, répondre à Donald Trump et à cette stratégie de sécurité nationale. Je disais, ce ne sont plus nos amis. Vous allez plus loin dans votre livre, hein, évidemment, Richard Werly. Votre livre s'intitule « Cette Amérique qui nous déteste ». C'est la démonstration par l'exemple, ce document de stratégie de sécurité nationale ? C'est la confirmation de ce que j'ai entendu, moi, aux États-Unis, et ce que je raconte dans le livre, lorsque j'y étais en 2024, pendant la campagne électorale, et où des Américains ordinaires me disaient déjà à quel point, pour eux, l'Europe était le continent du déclin,
un continent islamisé. Ça, Donald Trump ne le dit pas dans son document, mais on sent que c'est franchement pas loin. Et que ce n'est plus un continent de progrès, alors que eux, les États-Unis, innovent, envoient des fusées qui demain iront sur Mars, etc. Donc, j'ai senti, et ça m'avait d'ailleurs tellement surpris que j'ai décidé d'en faire ce livre. Et voilà, là on en a la confirmation dans un document qui, à vrai dire, n'est pas tellement stratégique. C'est un document résolument politique que moi je vois comme un mode d'emploi pour tous les partis nationaux populistes européens. Si vous souscrivez à ça, vous aurez l'accord et le soutien de Donald Trump pour les élections. Et ça, c'est quoi ? Parce que il veut pas une Europe forte. C'est faux. Il veut une Europe aux ordres des États-Unis qui défendent les valeurs de son administration, qui sont, disons-le, des valeurs d'inspiration blanche et chrétienne. C'est ça le mouvement MAGA, Make America Great Again. C'est une forme de retour de ce qu'on a appelé le suprémacisme blanc. Ils estiment être détenteurs des valeurs occidentales. Ils estiment que l'Europe est en train de les perdre. Alors, pour être tout à fait honnête et objectif, ce document, 40% des électeurs européens aujourd'hui sont d'accord avec. Alors, effectivement, parce qu'on voit aussi que en Europe, c'est aussi un discours qui est tenu. Tiens, d'ailleurs, je tiens à souligner, mais je sais que vous le savez, qui était reçu cet après-midi à l'ambassade des États-Unis par l'ambassadeur Charles Kushner ? Jordan Bardella et Marine Le Pen. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a eu d'autres, auparavant, avant lui, Bruno Retailleau notamment, mais effectivement, c'est sans doute un message. Alors, vous êtes tous... Vous représentez pas les Européens autour de cette table, Paola, donc je vais finir quand même ce tour de table des Européens avant de vous demander votre opinion. Mais je vous voyais énervé, Juan José Dorado, voilà, par rapport à cette leçon qui nous est adressée par les États-Unis et Donald Trump. Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau ? On savait qu'il nous méprisait. On savait qu'il considérait nos dirigeants des incapables, voire des imbéciles. Donc, en fait, ce document ne vient dire, en fait, ce qu'on savait tous déjà. Et donc, d'un autre côté, vous disiez, effectivement, il ne reconnaît pas Paris. Mais la France, elle a toujours une voix auprès de Donald Trump. Alors, nous, les Espagnols, il ne sait pas où est Madrid. Donc, c'est la première des choses. Et en plus, ils ne s'entendent pas avec les Espagnols parce que on ne met pas des pépettes au niveau de la défense. Donc, et ça, il ne supporte pas. Oui, mais par exemple, quand il dit risque d'effacement civilisationnel, on va regarder. Quand il dit qu'il y a un problème de la natalité, oui. Ça y a un sérieux problème de natalité. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le seul pays en Europe qui continue à demander la venue des immigrés en Europe, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a besoin de 900 000 immigrés dans les 10 prochaines années. Donc, les seuls pays en Europe, c'est les seuls pays qui ne suivent pas du tout la politique de Donald Trump, parce que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit le Danemark, d'ailleurs, qui est le seul pays qui a dit ce qu'on est sûr, c'est que les États-Unis ne sont pas nos amis, sont voire nos ennemis. Donc, c'est les seuls qui ont été capables d'aller aussi loin aujourd'hui après ces documents. Mais on n'apprend rien dans ces documents. Ils ne nous aiment pas. On le constate encore une fois. Et pourtant, on a besoin d'eux. On en revient à ce qu'on disait avec Birgit Holzer, et notamment d'un point de vue, pour la défense. Absolument, pour la défense, pour l'Ukraine, parce que c'est le sujet le plus brûlant, économiquement aussi, bien sûr. Alors, on a réagi en tant qu'Européens, mais j'aimerais bien savoir votre regard, Paola Martinez, de Chilienne. Et l'Amérique latine, parce qu'il nous a dédié quand même 3 pages. Oui, vous êtes même les premiers dans le viseur. Exactement, dans ses rapports des 33 pages, je précise, il a dédié 3 pages à l'Amérique latine, et en fait, il parle d'un retour de la doctrine Monroe. Cette doctrine qui date de 200 ans, dans lesquelles il prône un interventionnisme américain à nouveau. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir au Venezuela ? Bien entendu. Alors, sous couvert, je ne sais pas. En tout cas, il dit qu'il lutte contre les narcotrafiquants. Exactement. Et là, c'était flagrant cette semaine, la semaine dernière. Il a confisqué 6 bateaux vénézuéliens. C'était pas des bateaux de tourisme. Bien entendu. Et les pétroles qui va avec. Donc, il y a une vraie guerre ouverte contre le Venezuela. Il ne faut pas dire non plus que Maduro, c'est les plus grands des démocrates au Venezuela. Ça, on le sait. Mais il y a quand même déjà une ingérence qui s'opère à la mer Caraïbe. Et autre chose intéressante, c'est qu'il a dit, lors de ces pages, que
il invite à tous ceux, les mouvements, les gouvernements qui sont pro-MAGA, notamment à continuer à rejoindre ce sont des stratégies d'élargissement et des entre guillemets, je veux dire, c'est un peu nettoyer les wokistes, tous ces gouvernements de gauche qui ont gouverné pendant un certain temps en Amérique latine, et ceux aussi qui aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, mon pays, dimanche, éventuellement, il va choisir aussi un nouveau président d'extrême droite. Donc, il y a un mouvement en Amérique latine qui ne veut plus l'intervention américaine, qui pendant un bon moment nous avait laissé un peu tranquille, parce que c'est la Chine qui est venue un peu prendre le dessus, on le sait, mais Donald Trump compte effectivement avec ses gouvernements des droites pour pouvoir continuer à ingérer sur les affaires américaines latines. C'est l'union des droites qui est en marche dans votre pays ? Totalement. Bon, ça tombe bien parce que ça me fait la transition. Oui. L'union des droites, on va en parler dans un instant parce que Nicolas Sarkozy, lui, il estime que Jordan Bardella, c'est un peu le Chirac qu'on a connu dans les années 80. Allez, à tout de suite. RTL. Ils refont la France. Avec Vincent Parisot. Sur trenitalia.fr. RTL. Il est 19h30. Ils refont la France sur RTL. Avec Vincent Parisot. Et avant de refaire la France, Nathalie Michet va nous rappeler l'essentiel de l'actualité tout de même. Les Françaises éliminées du mondial de handball, vous l'avez vécu sur RTL, elles ont perdu leur demi-finale contre l'Allemagne 29-23. Les Bleus joueront une dernière fois dimanche après-midi pour la médaille de bronze. Leur adversaire sera soit la Norvège, soit les Pays-Bas opposés ce soir dans l'autre demi-finale. Le vent de colère de plus en plus fort dans le monde paysan après l'abattage d'un troupeau entier en Ariège en raison de la dermatose nodulaire. Depuis cet après-midi, des agriculteurs bloquent l'autoroute A64 entre Toulouse et Tarbes, venus avec 80 tracteurs. Ils ont installé un campement près de la ville de Carbone. La préfecture avait auparavant fermé la portion de l'autoroute. Une reprise partielle pour le groupe IKKS. La justice valide une offre qui permet de sauver 500 postes, soit un peu moins de la moitié des effectifs de la marque de prêt-à-porter en France. D'après la CFDT, c'était la meilleure offre sur la table, mais le coût pour l'emploi est terrible. Le football, ce soir, le lancement de la 16e journée de Ligue 1, Angers contre Nantes. Match très important pour les Canaries dans la course au maintien. Ce sera à vivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro dans moins d'une demi-heure. Merci Nathalie Michet. On vous retrouvera d'ailleurs à 20h quand nos amis auront fini de refaire la France. Vincent Parisot. Ils refont la France sur RTL. Il a raison quand il dit qu'il faut se rassembler et s'élargir sans anathème. J'assume parfaitement de m'adresser aux électeurs du Rassemblement national pour que l'union des droites se fasse justement par le terrain, dans les urnes. Mais pour vous, le RN appartient à l'arc républicain. Pour moi, le RN appartient à l'arc républicain, ce que n'est pas LFI. Voilà, Bruno Retailleau en réaction au livre de Nicolas Sarkozy, dans lequel l'ancien président réaffirme que le parti de Marine Le Pen, Jordan Bardella, appartient à l'arc républicain. On en parle donc avec Birgit Holzer, Paola Martinez, Richard Wehrli et Juan José Dorado, parce qu'il y a cette phrase de Nicolas Sarkozy dans son livre. Quand j'ai rencontré Jordan Bardella, il m'a un peu fait penser au RPR, au RPR au temps de Jacques Chirac. Son discours n'est pas très différent du nôtre à l'époque. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy, on le sait, a confié à Marine Le Pen qu'il ne s'associera pas à un éventuel front républicain anti-RN lors des futures élections. Question, mesdames, messieurs, la digue anti-RN a de sérieuses fuites, c'est sûr, mais est-elle maintenant clairement en train de lâcher, à savoir l'union des droites, est-elle en marche, comme on en parlait au Chili actuellement? Birgit Holzer, votre regard d'outre-Rhin. C'est très risqué pour les Républicains. Nicolas Sarkozy parle plus pour son parti. Et déjà, il n'a pas soutenu la candidate de son parti en 2022. Le risque, c'est le baiser de la mort, comme on dit. Oui, et il est peut-être en train de le faire. Et c'est intéressant aussi pourquoi on en débat maintenant. On est à un peu plus d'un an des élections. Mais Nicolas Sarkozy a sorti son livre. Et c'est aussi, entre autres, un livre de vengeance. Et je pense que c'est un homme très émotif et pour qui la politique est une affaire personnelle. Et je pense qu'il se venge aussi. De ses amis, on va mettre des guillemets, de LR. Oui, et s'approche de Marine Le Pen, mais est en train vraiment d'achever son parti. Après, je me demande, je pense surtout qu'il a aussi réussi un coup de com' incroyable, parce que le fait d'avoir été incarcéré
incarcéré fait de lui, d'un côté, pour beaucoup, un martyr, et il est écouté encore politiquement, alors qu'en fait, en 2017, il a essayé de se refaire élire. On a presque oublié, mais il y avait une primaire. Il n'a même pas réussi à être au deuxième tour de cette primaire-là. Mais c'est aussi une revanche sur cette sortie par la petite porte à l'époque. Il veut se faire entendre aujourd'hui avec quelque chose que Eric Ciotti a essayé, et on voit où ils sont aujourd'hui. Je pense que c'est très risqué pour son parti, qui risque effectivement de s'effacer, le parti de Jacques Chirac. Mais quand même, il fait un tri. Au RN. En gros, il dit Bardella, ok, parce qu'il est plutôt libéral. Marine Le Pen, non, parce que elle a des idées de gauche. Donc, clairement, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy vote Bardella. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. C'est peut-être un peu brutal, mais qu'est-ce que vous en pensez, Richard Wehrli ? Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Je pense c'est même une offre de candidature. Alors, on avait compris ça lorsqu'il a reçu Jordan Bardella dans ses bureaux. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de juillet, donc c'était avant la séquence détention. Mais Nicolas Sarkozy est prêt à être le coach de Jordan Bardella pour, si celui-ci devait être candidat à la présidentielle. Moi, c'est comme ça que je lis le livre, je lis les offres de service, ça me paraît très clair. Alors après, il se justifie, et j'imagine que si ça devait arriver, il se justifiera en disant que justement, il recadre Jordan Bardella, qu'il est le garant du respect d'un certain nombre de valeurs, mais la vérité, pour moi, c'est que Nicolas Sarkozy a besoin de deux choses qu'aujourd'hui le Rassemblement national semble être à même de lui donner. Premièrement, une résurrection politique, parce que ça reste un homme de pouvoir, ça reste un homme politique, et il a beau expliquer qu'il a fait son lit en cellule, qu'il a prié, qu'il s'est redécouvert lui-même, il s'est redécouvert lui-même, mais il reste un homme obsédé par le pouvoir et il ne vit que pour la politique. Or, qui peut lui offrir une résurrection ? Seulement le Rassemblement national à qui il pourrait être utile. Et la deuxième chose, quand même, n'écartons pas cela, c'est la possibilité d'une grâce présidentielle, si Jordan Bardella venait à être élu, et ça aurait de l'importance parce que ça permettrait à Nicolas Sarkozy de se tirer quand même d'une sévère mauvaise passe judiciaire, parce que le procès en appel sera sûrement compliqué. Je rappelle qu'il se dit en permanence innocent, qu'il le clame, ça on verra en mars. Mais que ce n'est pas du tout l'avis des juges dans toutes les affaires, pas seulement celle-ci, dans toutes les affaires qui l'ont vu passer en procès. Ça on verra en mars, effectivement, pour le procès en appel. N'empêche, pour Jordan Bardella, c'est une sacrée caution politique. Et notamment pour tous ceux qui pouvaient douter éventuellement de ses capacités, de son sérieux. Quand on affiche approuvé par Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, ça vous place un bonhomme, hein, si je peux me permettre, Juan. Ou pas. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a trahi aussi Jacques Chirac. Alors qu'ils disent, il me rappelle Jacques Chirac, c'est que le Jacques Chirac qu'il aimait, ou c'est lui qui l'a trahi. Ça, c'est la première chose. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit, effectivement, pas des fronts républicains, parce qu'il est dans l'arc républicain, le Front National. Ça, c'était Retailleau qui le disait. Le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Mais LFI, excusez-moi, est toujours dans un parti républicain et dans l'arc républicain. Alors, il y a cette différence qui, moi, ça me choque énormément dans un État qui se dit démocratique. Oui, mais ça, c'est... Ils sont tous les deux aussi républicains l'un que l'autre. Après, effectivement... je suis pas tout à fait d'accord avec Richard sur le fait que c'est un homme politique, sans aucun doute. Mais peut-être qu'il pourrait être gracié par un Jordan Bardella, pourquoi pas. Mais politiquement, je crois que son poids a beaucoup perdu depuis des années. Déjà, il avait perdu les primaires pour revenir en politique quand il a essayé. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose. Par contre, effectivement, je suis d'accord, il aime le pouvoir, et comme il aime le pouvoir, il aime pouvoir influencer. Mais influencer n'est pas... Est-ce qu'il refuserait d'être ministre d'État, par exemple, d'un gouvernement Bardella ? Ça a été le premier président condamné. Peut-être que ça serait le premier président ministre de l'extrême droite, comme Hollande a été le premier président qui est revenu à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? La France est un pays et paradigme. Que de contradictions, mais l'homme n'est fait que de contradictions, vous le savez bien, mon cher Juan. Paola Martinez, est-ce qu'on peut faire vraiment le parallèle avec ce qui se passe chez vous ? Moi, je pense que oui.
Et je disais que malgré nos kilomètres qui nous séparent, il y a exactement la même configuration aujourd'hui au Chili, dans cette élection présidentielle, dans laquelle la droite a été élargie. Et parce que la droite républicaine, elle est arrivée au 4e dans les élections de premier tour. Et ce qui aujourd'hui fait qu'ils ont donné leur vamos, leur vote, justement à ces nouveaux candidats, qui est un candidat d'extrême droite, comme les Bardella, comme Les Pen en France, et dans lesquels légitiment aussi leur pouvoir. Et surtout, ce qui c'est très dérangeant, c'est un jeu d'alliance politique, parce que la droite républicaine chilienne, qui aussi, il a quand même un passé assez trouble, si on peut dire, parce qu'il était pro-dictature en même temps. Donc, c'est nos droites à nous, en Amérique latine, sont des droites qui ont été très proches des dictatures. Ouais, donc des casseroles, quand même. Qui sont des casseroles, une usine entière des casseroles derrière. Donc, forcément, ça laisse perplexe. Mais en même temps, je le sais pertinemment que dans le cas de mon pays, par exemple, tous les politiques de la droite, répliqués si vous voulez, cherchent à s'insérer dans le prochain gouvernement des Cas, qui sera éventuellement le nouveau président chilien. On va marquer une courte pause. Je voudrais te poser une petite question. C'est un peu gênant. Comment on dit Salcone il y a une traduction? Si. Les Chiliens, ils ont été super cool. Ils ont dit stupidas malditas. Non, ils ont été très, très soft. Et en Allemagne, ça comment? C'est très compliqué pour moi, parce qu'on peut dire dreckige Schlamm, mais c'est vraiment très, très vulgaire. Ou on peut dire blöde Vollidioten oder dreckige Vollidioten. Bon, c'est pas très joli. Non, c'est plus littéral comme traduction finalement, non? Très littéral, je dirais. Ouais, c'était compliqué pour moi. En tout cas, la question est la femme d'un président devrait-elle dire ça? Allez, à tout de suite. RTL. Ils refont la France. Avec Vincent Parisot. Ressentez, bougez plus. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Vincent Parisot. Et ils refont la France. Birgit Holzer, journaliste correspondante pour plusieurs titres de la presse allemande. Paola Martinez pour des médias chiliens. Richard Wehrli pour le quotidien suisse Blick. Et Juan José Dorado pour les médias espagnols. De tout? Les Salcone, on va les foutre dehors. Tu crois? Voilà, il fallait tendre l'oreille, mais elle l'a bien dit, s'il y a des Salcone, on va les foutre dehors. Brigitte Macron, donc, surtout des bandits masqués, d'ailleurs, avait-elle ajouté. C'était dimanche dernier. Elle parlait des militantes féministes qui avaient interrompu la veille un spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Cette insulte donc fait référence aux militantes du collectif Nous Toutes, qui étaient rentrées dans la salle avec des masques à l'effigie de l'acteur, avec la mention violeur, interrompant son spectacle. On rappelle quand même qu'en 2021, Harry Habitant avait été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après 3 ans et demi de procédure, il a bénéficié d'un non-lieu qui a été confirmé en appel en janvier 2025. Il est donc considéré comme innocent. La femme d'un président ne devrait pas dire ça, et j'ai envie de vous demander... Tiens, Richard Wehrli, vous qui êtes si bien élevé, est-ce que vous avez été choqué? Oui. Je pense qu'elle ne devrait pas dire ça. Alors on peut toujours dire que c'est une conversation qui a été volée, mais aujourd'hui, avec tous les micros qui traînent, tous les téléphones portables, quand on est femme de président, il y a des choses qu'on doit s'abstenir de dire. Surtout, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui filmait. C'était pas destiné à sortir, j'imagine. Et puis c'est c'est déplacé. C'est juste pour moi extrêmement déplacé dans le lieu. Les femmes qu'elle vise, qui venaient, je crois, d'interrompre ou d'essayer de perturber le spectacle. Voilà, donc une femme de président n'est pas là pour traiter comme on vient de l'entendre, de Salcone, des militantes. Elle peut exprimer son soutien à un comédien en venant à son spectacle. Là, il n'y a aucun problème, mais ne pas dire ça. Et vous, mesdames, Paola Martinez? Pareil. Moi, comme Richard, je me suis dit, c'est pas ni le moment, ni les lieux. Et dès oui, vous êtes choquée. Ah, mais bien sûr. Dès qu'elle sort de sa maison, de son sphère privée, elle est la première dame de ce pays. Alors ça, c'est une vraie question, parce que la première dame, c'est vous qui le dites, elle n'a pas de statut. Bien sûr, et c'est là justement que je veux en revenir. Quel est le statut de Brigitte Macron? Il n'y en a pas. Elle a un bureau à l'Élysée, elle a une fondation, des
des choses comme ça, des opérations, mais elle n'a pas de statut. Elle n'a pas de statut. Et elle devrait, on ne l'a pas entendu s'excuser, on ne l'a pas entendu dire quoi que ce soit. C'est ça que je trouve plus grave encore que les propos qu'il a tenus ces dimanches dans une loge des théâtres. Mais elle n'est pas tenue par la Constitution. Bien sûr que non, mais elle se doit quand même d'être exemplaire aussi. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a tout énormément de femmes qui luttent jour et nuit contre les violences faites aux femmes, et donc du coup elles dénigrent aussi tous ces combats qui ont été menés. C'est pour ça que, bon, après on peut en parler des statuts de la première dame. Je sais que par exemple au Chili, il n'existe plus les statuts des premières dames. Ça a été acté en décembre 2022 par l'ancienne ex-compagne du président actuel, dans laquelle il a dit ces rôles-là, ce n'est plus dans l'air du temps. Ça veut dire qu'une femme peut pas se mettre à côté de son mari juste parce que le mari a été élu. C'est pas elle qui a été élue. Elle a totalement réformulé ses statuts, elle a laissé tomber et elle s'est dit qu'elle n'allait pas participer à ces jeux politiques parce qu'elle n'est pas élue. Et moi, je pense qu'en France, pays qui est progressiste, disons-le, malgré tout aujourd'hui, comme les remises en question des mœurs, il faut le dire, et il faudra quand même repenser les statuts de la première dame. Première dame ou premier homme d'ailleurs, parce que ça peut être une femme présidente, ça peut être un président ou une présidente d'ailleurs homosexuelle. Voilà. Donc, on n'a jamais demandé à Angela Merkel qu'est-ce qu'il faisait son mari, ou à Margaret Thatcher qu'est-ce qu'elle faisait son mari. Donc là, en effet, il faut repenser ces rôles. Birgit Holzer. J'ai été choquée aussi parce que je pense aussi que ça tranche vraiment avec l'image qu'on avait de Brigitte Macron. Justement, cette image était positive. Elle était, contrairement à son mari, qui sortait parfois ce qu'on appelait les petites phrases. Elle apparaissait toujours très respectueuse, très contrôleuse, à part une gifle qu'on avait vue dans une vidéo. Donc déjà, on avait des doutes tout d'un coup. Mais là... on ne pensait pas qu'elle parlait comme ça. Même dans le privé. On ne pensait vraiment pas qu'elle pouvait parler comme ça de femmes féministes. On est à 1 an après le procès autour des viols contre Gisèle Pelicot. Et justement, pendant ce procès, Gisèle Pelicot elle-même avait dit, moi, j'avais les preuves, mais je pense aussi à toutes les victimes qui n'ont pas de preuves. Oui, mais il est aussi question de la présomption d'innocence, et notamment de l'innocence de quelqu'un pour lequel un non-lieu a été oui, mais quand on lit l'enquête, la question se pose malgré tout, mais la question est plus grande aussi, la manière de s'exprimer comme ça vis-à-vis des féministes. Moi, je pense que c'est une tâche qui va rester. Et effectivement, le fait qu'elle s'excuse pas, qu'elle laisse juste parler son entourage, peut-être elle va encore le faire, mais c'est une tâche qui va rester. Elle devrait présenter des excuses, selon vous, Juan Rosé? Elle devrait présenter des excuses, sans aucun doute, parce qu'effectivement, il y a eu cette séquence déjà de la gifle dans l'avion avec le président. Et puis, ça, c'est du privé, elle a dit, oui, c'est privé. Quand vous êtes président de la République et quand vous êtes la première dame, il n'y a rien de privé. Vous devez faire attention, pas 100%, 200% des fois, il faut faire attention. Ça, c'est la première des choses. Quand on est un homme public ou une femme publique, un homme politique ou une femme politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que dans un pays qui a plus d'une centaine de femmes qui ont été assassinées, on ne peut pas permettre, on ne peut pas tolérer que la première dame, dans ce cas précis, dise ce type de choses. Alors, réguler ou pas la fonction, dans la plupart des pays, c'est pas régulé. En Espagne, c'est pas régulé non plus. Donc, d'ailleurs, déjà, la première chose, c'est qu'en Espagne, la première dame, c'est la reine. Oui, c'est vrai. Puisque le chef de l'État, c'est le roi. Non, mais c'est important. La femme du président espagnol aujourd'hui va s'asseoir dans le banc des accusés des 5 délits. Parce qu'elle a mélangé ce statut qu'elle n'a pas des premières, des 12e femmes, avec sa vie des affaires. Pour vous dire qu'effectivement, il faut réguler, c'est une obligation, mais surtout, il faut toujours faire attention. Et ce qui s'est passé en France, c'est vraiment inacceptable quand on a plus d'une centaine de femmes assassinées par an. Eh ben, je retiens que vous tous, autour de cette table, vous avez été choqués et que vous espérez au moins des excuses. Vous voulez rajouter quelque chose, mais quelques secondes. Moi, mon impression, c'est qu'elle est vraiment sous pression. Brigitte Macron, il y a quand même cette affaire, il y a ce procès qui devrait intervenir aux États-Unis, la plainte qu'ils ont déposée. Sur les rumeurs et je pense que peut-être a-t-elle perdu ses nerfs. Enfin, ce n'est plus la Brigitte Macron Richard, du début. Je suis désolée, vous n'étiez pas énervé. Allez, on marque une courte pause et puis alors dans un instant, un débat qui va nous ramener quelques décennies en arrière. Faut-il ouvrir les maisons closes? C'est ce que propose le Rassemblement national. À tout de suite. RTL. Ils refont la France. Avec Vincent Parisien. Prenez les transports en commun. Guten Tag
Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Vincent Parisot. La pénalisation du client a renvoyé les prostituées dans des conditions épouvantables, sordides, les obligeant à travailler toujours plus dans des endroits obscurs, cachés et donc très dangereux. La seule solution, c'est que les prostituées doivent être leur propre patronne, qu'elles soient impératrices dans leur royaume, et ce serait une forme de coopérative, d'institution dirigée et possédée par les prostituées elles-mêmes. Voilà, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National qui veut donc rouvrir les maisons closes. Nous sommes avec Birgit Holzer pour l'Allemagne où les maisons closes sont autorisées et en activité. Nous sommes avec Richard Werly pour la Suisse où les maisons closes sont autorisées et en activité. Nous sommes avec Juan José Dorado pour l'Espagne où les maisons closes sont autorisées et en activité. Et nous sommes avec Paola Martinez pour le Chili où les maisons closes ne sont pas autorisées. Mais tout se passe dans la rue. Mais tout se passe dans la rue. Alors, tout de même, revenons sur cette proposition du RN. Je prenais vos exemples, effectivement, Richard, Juan José et Birgit. Bon, c'est vrai que là, sur ce sujet, l'Europe est divisée, mais justement, je voudrais avoir votre regard. Est-ce que c'est mieux d'avoir des maisons closes aujourd'hui, en 2025, en Allemagne ? En Allemagne, on a eu le débat parce que la présidente du Bundestag, donc du Parlement, a dit l'Allemagne est le bordel de l'Europe et il faut changer quelque chose. Elle propose, je crois, le modèle scandinave. Donc en fait, ce qu'on fait en France, c'est de criminaliser ou de pénaliser les clients. Effectivement, donc on a ce débat. Moi personnellement, je pense que là le RN surprend. Je pense que c'est hypocrite de faire comme si ça n'existait pas, alors que la prostitution existe et les femmes sont souvent effectivement dans des conditions, ils n'ont aucune sécurité et. Vous voulez dire en France? En France, oui, bien sûr. Je pense que la proposition est. Pour vous, est recevable aujourd'hui. Ce n'est pas un retour en arrière à vos yeux. Non, parce que c'est effectivement, il y a un grand débat autour. Oui, mais il dit justement, elle gère elle-même. Je ne sais pas comment M. Tanguy imagine la chose. Mais... On dit qu'en Espagne, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, les femmes dans ces maisons. Je pense notamment dans ces grands bordels juste après la frontière espagnole. Il y a énormément des jeunes Français qui, le week-end, vont à la frontière espagnole, justement parce qu'il y a les maisons closes, que vous appelez, et qui sont à la frontière. Donc en Espagne, la prostitution n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est le proxénétisme, comme en France, mais les clients ne sont pas poursuivis. Donc les clubs sont autorisés en Espagne du moment où il n'y a pas de relation, un contrat entre la prostituée et le gérant du club. Donc, du moment et ça, c'est la réalité ou pas ? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Il peut y avoir toujours des choses bizarres, bien sûr. Mais a priori, la seule chose par rapport à d'autres pays, c'est qu'effectivement, après, on n'impose pas de visite médicale aux prostituées en Espagne. Et ça, c'est des choses où il va falloir avancer. Mais vous avez dit, c'est un retour en arrière. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne sont des pays arriérés. Non, c'est un retour en arrière pour la France qui avait supprimé. Ne l'a pas fait parce que ça existe, c'est une activité économique qui existe, qui est là, et il faut protéger aussi les femmes qui font de la prostitution. Pourquoi pas ? Je vous vois le visage un peu fermé, Paola Martinez. Il faut les protéger parce qu'il faut savoir que, par exemple, toutes ces femmes-là, il y a un pourcentage qui est infime des gens qui le font par libre choix. La grande majorité de ces femmes, notamment je parle pour ce qui se passe en Amérique latine et au Chili notamment, c'est des femmes qui sont immigrantes, c'est des femmes qui sont précarisées, qui sont dans des cas de violence très fortes. Et notamment, je disais tout à l'heure, au Chili, ça se passe dans la rue. Il y a des quartiers qui sont totalement gangrénés, il faut le dire, par la prostitution des rues, liée au trafic des drogues, liée aussi à la violence. Donc forcément, il faut les protéger. Il y a un an, avant les présidentielles, les élections, il y avait un gouverneur qui était aussi promu gouverneur, qui voulait faire les quartiers rouges, on dirait un peu comme Amsterdam, etc. Les gens ont dit non, niet, parce qu'en fait, on croit à tort que ces femmes-là, ils sont là par choix, parce qu'ils le veulent, parce que si, il y a des gens qui le font, en France aussi, les syndicats des travailleurs sexuels, ils le disent, on veut le faire, on veut être réglementé dans un cadre pour ne pas, et notamment, subir des violences. Mais c'est un faux débat, et je pense que c'est le mythe du libre choix. La plupart de ces femmes, ils subissent vraiment des violences qui sont très fortes. Et moi, je pense que j'étais, juste pour terminer, assez étonnée de cette proposition de RNN, parce que c'est plutôt une question, disaient d'ailleurs certaines personnes, c'est une façon de plutôt protéger la clientèle
parle de ces femmes-là que c'est des gens de la bourgeoisie des droites. Richard Verly, vous avez quelques secondes, malheureusement. Je trouve que politiquement, c'est bien joué de la part du Rassemblement national. Parce que c'est un sujet qui fait finalement... on le voit d'ailleurs autour de cette table, tout le monde est assez d'accord. C'est un sujet de société, c'est une question que les gens se posent, et il se trouve que moi j'habite dans l'Est de Paris, j'invite tout le monde à venir la nuit tombée au Bois de Vincennes, où vous avez un alignement de camions, de camionnettes, avec des lampes rouges allumées quand les dames sont occupées ou vertes quand elles ne sont pas occupées. Eh bien, je pense qu'une maison close serait mieux que ça. Eh bien voilà, c'est dit. Il y a aussi une quasi-unanimité autour de cette table pour la réouverture des maisons closes. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Birgit, Paola, Richard, Juan Rosé. Revenez quand vous voulez. Et Eric Silvestro, ça va être à vous de jouer. Bah oui, Angers Nantes, c'est bien que j'ai pas beaucoup de temps parce que comme je connais pas le sujet, je pouvais pas. Là, c'était la réouverture des maisons closes. Pas vous répondre. On peut s'étendre un petit peu sur la question. Sujet inconnu. Allez, courte pause, on vous rappelle l'info et ça sera la soirée foot. Merci. RTL.